Bonjour, bon après-midi et bonsoir. Je suis très heureuse d'être à vos côtés aujourd'hui. Mon nom est Sana Nafa et je suis spécialiste programme auprès du Centre de recherche pour le développement international pour l'initiative Innovation pour la santé des mères et des enfants d'Afrique. Je serai la modératrice de ce webinaire aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints à partir du Canada, de l'Afrique et de toutes les parties du monde. Welcome all, bienvenue tout le monde. Sans plus tarder, je vais donner la parole à ma collègue qui va vous parler de l'application et de la façon dont utiliser la plateforme Kudo. Heidi, vous avez la parole. La présentation aujourd'hui sera en anglais, mais la traduction vers le français est possible. Vous pouvez utiliser le sélecteur de langue en bas à gauche de l'écran. Là où vous voyez Floor, vous choisissez la langue de votre choix. La traduction simultanée qui est disponible. Alors, vous pouvez écouter la présentation en français si vous voulez en allant à gauche, en bas de votre fenêtre. Vous pouvez sélectionner où ça dit Floor. Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix. After the presentation today, there's going to be a discussion. Après la présentation, il y aura une session questions-réponses. Vous aurez la possibilité de partager avec nous vos remarques, réflexions, commentaires. Donc, à la fin des présentations, vous pouvez aussi noter vos questions dans la messagerie. Vous avez vu qu'il y a une messagerie qui comporte déjà quelques messages, quelques notes. Vous avez une catégorie participants, c'est là que vous pouvez poser vos questions qui seront donc destinées aux intervenants. Vous pouvez écrire votre question en anglais ou en français comme vous le souhaitez. Si vous avez des questions plus techniques, des problèmes de connexion, eh bien Ben, notre opérateur aujourd'hui, est là pour vous aider. Vous pourrez le contacter grâce à la messagerie, encore une fois, dans la colonne opérateur. Voilà, la présentation aujourd'hui sera enregistrée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous donne maintenant la parole, Sana. Merci. Comme nous le savons, le genre est un déterminant très important pour avoir accès aux services de santé. L'initiative Innovation pour la santé des mères et des enfants d'Afrique a fait de son mieux pour inclure la dimension du genre et l'équité comme étant des sujets transversaux dans tous ces projets, ces 32 projets dans 7 pays africains. Aujourd'hui, nous allons mettre en lumière la question du genre et de l'équité. Nous allons vraiment examiner un des thèmes très intéressants de notre recherche menée en Tanzanie et en Ouganda sous le prisme de l'équité et de la notion du genre. L'équipe de recherche a mis en place 2 programmes de recherche. Le premier consiste à reproduire le projet Mama Natoto. Et là, le but est d'examiner les obstacles et les éléments encourageants, les incitants en matière de genre, d'équité et de mettre en place le programme en Tanzanie. Nous avons comme partenaire l'Université catholique de santé et des sciences autour du lac, de la zone du lac en Tanzanie. Puis nous avons l'Université de Calgary au Canada et l'Université des sciences et technologies Mbara en Ouganda. Nos intervenants d'aujourd'hui, les voici. Je vais vous les présenter brièvement. Ensuite, ils feront leur présentation et vous aurez par la suite la possibilité de poser vos questions. Vous pouvez écrire également vos questions dans la messagerie pendant leur présentation. Nos intervenants aujourd'hui seront les suivants. Ce sont vraiment des orateurs de haut vol. Pour commencer, Eleanor Toriakiera, qui est conférencière en épidémiologie et biostatistique
à l'université d'Ouganda, Mbara. Elle a plus de 10 ans d'expérience dans les programmes de recherche sur la santé maternelle et infantile et a mené une étude auprès de la population rurale dans le sud-ouest de l'Ouganda. Ensuite, nous avons Juliette Kabiriki, qui est pédiatre au centre médical de Bugando, en Tanzanie, conférencière depuis 2016 à Kouras. Elle est également membre de l'équipe technique du projet Mamanatoto et travaille sur la notion de renforcement des capacités dans beaucoup de centres de soins primaires. Nous avons aussi Adija Molette, qui a un master en santé publique et qui travaille aujourd'hui en tant que nutritionniste et spécialiste de la santé publique au centre médical Bugando en Tanzanie. C'est également une formatrice pour les auxiliaires de santé communautaire dans le district de Musongi et membre aussi de l'équipe qui s'occupe en particulier de la recherche sur l'engagement des hommes. Et enfin, nous avons Dismas Matovelo, qui est notre principal enquêteur pour les 2 projets de recherche qui sont déployés en Tanzanie. Il est spécialiste, obstétricien et conférencier aussi à Kouras. Il est également à la tête des 2 projets. Il a mis en place différentes mesures afin d'améliorer le fonctionnement du système des soins de santé et a beaucoup œuvré à l'amélioration du système de santé. Il a également obtenu des résultats car la recherche menée était une recherche de qualité et nous avons vraiment pu examiner les problèmes au niveau de la communauté. Voilà, merci beaucoup d'être à nos côtés aujourd'hui et sans plus tarder, je donne la parole aux différents intervenants. Merci beaucoup, Sana. Bon après-midi, bonjour, bonsoir en fonction de l'endroit. Nous allons commencer en nous penchant sur les principales questions qui entourent la vulnérabilité des femmes et surtout dans le contexte de l'accès aux services de santé de reproduction, santé maternelle, néonatale et infantile en Tanzanie et en Ouganda. Les services de santé mis en place en Tanzanie et en Ouganda sont affectés, sont touchés par des questions qui renforcent la vulnérabilité des femmes. Mais il y a aussi la problématique du déséquilibre du pouvoir entre l'homme et la femme. Et il y a toute une série de barrières aussi auxquelles les femmes analphabètes et les adolescentes sont confrontées. En Ouganda, il faut essayer de réduire le fossé en touchant les populations les plus sensibles, les plus vulnérables. C'est une grande priorité nationale. Ces populations sont généralement identifiées par des critères tels que le revenu, l'origine ethnique, le niveau d'éducation et le statut rural. Ces 20 dernières années, MUST a travaillé avec l'université de Calgary et des régions dans le sud-ouest de l'Ouganda pour améliorer cette santé maternelle et infantile. En ce compris, une intervention de 3 ans, entre 2012 et 2015, qui a été financée par Affaires mondiales Canada. Cette intervention a permis de mettre sur pied un réseau de travailleurs de la santé au niveau de la communauté, des travailleurs communautaires. Nous avons constaté que le fait d'utiliser les définitions habituelles de la vulnérabilité vont avoir pour effet que beaucoup de femmes dans ces régions rurales sont considérées comme étant fragiles, vulnérables. Et nous nous sommes demandé comment identifier les plus vulnérables d'entre elles dans ces communautés. Est-ce que des auxiliaires, des travailleurs de santé communautaires peuvent toucher ces femmes les plus fragiles, les plus vulnérables?
Pour mieux comprendre la question, nous avons mené une étude utilisant des méthodes quantitatives et des méthodes qualitatives aussi. Nous avons organisé des discussions en groupe avec des responsables des communautés et des travailleurs communautaires, et nous avons aussi interviewé des femmes qui répondent aux caractéristiques traditionnelles de la vulnérabilité. Ce sont des femmes qui sont extrêmement pauvres et qui, en plus, remplissent un des critères suivants, donc handicap physique, souffrent du virus du sida, ont plusieurs enfants ou sont de jeunes mamans. Ces entrevues ont été retranscrites, codées et analysées de façon thématique. Voilà nos découvertes. Nous avons constaté qu'il y avait une inadéquation entre les définitions communautaires et conventionnelles de ce que l'on entend par fragile ou vulnérable. Alors, au-delà de la définition habituelle, les membres de la communauté ont identifié des catégories telles que les suivantes: alcoolisme dans la famille, le fait de vivre dans un village de pêcheurs, ou encore les femmes qui sont négligées par leurs partenaires. Ce sont là des indicateurs supplémentaires de la notion de fragilité. Les travailleurs de la communauté ont dit qu'il était facile d'identifier ce genre de femmes vulnérables. L'alcoolisme est un indicateur qui a généré beaucoup de discussions durant notre recherche sur le terrain. Nous nous sommes demandé dans quelle mesure une consommation excessive d'alcool dans une famille peut conduire à la grande fragilité des femmes. Eh bien, nous avons constaté qu'une consommation abusive, excessive d'alcool par les femmes va renforcer une image de l'homme qui fait qu'il y a cette pression par les pairs qui est exercée autour de lui. Et les participants ont dit que dans les familles où il y a une consommation d'alcool excessive par l'homme, eh bien, cet homme, en général, va utiliser des termes dégradants quand il s'adresse à sa femme, lorsque celle-ci lui demande de se rendre dans un centre de soins de santé maternelle. Et quand on dit à la femme qu'elle est inutile, qu'elle ne doit pas se rendre dans ces centres de santé parce que c'est inutile, etc., ce n'est évidemment pas un comportement encouragé. En outre, ces familles sont souvent très pauvres parce que les femmes, les hommes, là, ne travaillent pas. Et donc, il y a vraiment une grande pauvreté dans ces familles aussi où il y a une consommation d'alcool. Et lorsque les femmes boivent un peu trop aussi, eh bien, on constate qu'elles oublient en général leur rendez-vous, qu'elles oublient de se rendre dans ces centres de santé prénatale et donc elles oublient leur rendez-vous. Il y a encore d'autres facteurs qui ont été identifiés comme étant des obstacles à l'accès à la santé. Par exemple, un revenu insuffisant ou alors des femmes qui ont déjà donné naissance à d'autres enfants à la maison auparavant, ou encore des femmes qui vivent dans des familles où on pratique la sorcellerie. Tout cela, ce sont des choses qui rendent les femmes plus fragiles et qui les empêchent d'avoir accès à ces soins primaires. Les participants ont également dit que le fait de donner naissance uniquement à des filles est aussi une question très grave qui pourrait prédisposer les femmes à être vulnérables ou fragiles. Nous avons également constaté qu'il y a une crainte de polygamie auprès de certaines femmes qui peut aussi les rendre plus vulnérables. En effet, ces femmes ont l'impression que si elles se rendent dans un centre de soins de santé et qu'elles y passent quelques jours avant la naissance, eh bien, pendant ces quelques jours, leur mari pourrait en profiter pour faire venir d'autres femmes chez lui, à la maison. Donc, il y a cette peur de la polygamie.
Nous avons donc pu identifier ces obstacles, ces différents éléments qui prédisposent à la vulnérabilité. Et en même temps, nous nous sommes rendus compte qu'un modèle centré sur les auxiliaires de santé communautaires peut changer quelque peu la donne. Nous avons testé ce système. Nous avons la fameuse initiative Maman Toto, qui a été un projet, une initiative menée auparavant. Et elle permet à ces travailleurs communautaires d'être bien positionnés. Ils peuvent parler aux hommes, aux femmes, parler de leurs préoccupations, parler de l'importance de cette santé maternelle, néonatale. Ce travailleur auxiliaire de la santé va offrir un soutien et va peut-être, dans certains cas, engager le mari, l'homme. Et souvent, ce sont des personnes qui elles-mêmes ont vécu cette situation, donc ils comprennent bien la problématique. La notion de confiance aussi est renforcée. Les femmes vulnérables, fragiles, auront davantage confiance grâce à cette personne de contact et se rendront plus facilement au centre de santé. Qu'avons-nous fait avec ces résultats? Nous les avons partagés avec les districts où les données avaient été collectées. Nous les avons également partagés avec les parties prenantes au niveau national afin de passer à l'action. Nous sommes en train de mettre en place une carte d'indicateurs de fragilité des femmes et nous voulons vraiment aller plus loin dans notre programme et réduire encore ce fossé qui sépare les femmes de l'accès à la santé. Nous avons également un projet pour les adolescents sur la santé reproductive et génésique dans le sud-ouest de l'Ouganda. Nous allons en particulier nous concentrer sur cette communauté pour identifier les groupes vulnérables. En résumé, nous avons constaté que les définitions traditionnelles, conventionnelles de la fragilité, la vulnérabilité, eh bien, qu'elles sont parfois différentes de la définition donnée par la communauté. Et qu'en utilisant uniquement cette définition classique, on pourrait passer à côté de femmes qui sont réellement fragiles, vulnérables, et par contre en considérer d'autres comme étant fragiles alors qu'elles ne le sont pas. Ces travailleurs de la communauté ont un sens particulier de la fragilité, ils savent ce que c'est, donc il est très important de pouvoir les impliquer dans le travail que nous réalisons. Ces travailleurs sont aussi uniques dans leur position et peuvent facilement identifier et soutenir les femmes qui sont fragiles et qui ne se seraient peut-être pas tournées vers une assistance si elles avaient été seules. En outre, dans un contexte comme celui de la COVID-19, nous avons constaté que des menaces telles que la COVID-19 ont un impact proportionnellement plus élevé chez les femmes vulnérables ou fragiles. Et ils ont donc besoin encore plus qu'auparavant de soutien, d'assistance, en particulier par rapport aux mesures sanitaires, au confinement, à l'utilisation de désinfectants, de gel, désinfectants pour les mains, etc. Donc là, par rapport à tout cela, ces femmes vulnérables ont besoin d'un soutien plus important encore. Donc cette approche Maman Toto, qui a donc été testée déjà et qui a eu pour but de mettre en place un réseau de travailleurs communautaires est très efficace car elle permet de mieux toucher les communautés et de réduire par conséquent l'impact de la fragilité, de la vulnérabilité. Merci beaucoup. Merci. Oui, je pense que nous allons passer immédiatement à l'orateur suivant. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que votre micro est branché? Bonjour tout le monde. Merci Sana
pour cette brillante introduction. Nous ne sommes que la moitié de l'équipe. Je suis vraiment très heureuse de vous parler du déséquilibre de pouvoir et de la vulnérabilité des adolescents par rapport à l'accès aux services de santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile en Tanzanie. Nous savons que les grossesses chez les adolescentes représentent 11% des naissances. Et c'est aussi une source de risque plus élevée. Il y a souvent des complications à l'accouchement. Ceci est alarmant, en particulier pour les pays en développement, puisque, comme je l'ai dit, ces grossesses auprès des adolescentes représentent 11% des naissances. Et on parle de ce groupe parce que c'est un groupe qui présente des risques de complications multiples, y compris grossesse non désirée, enfants prématurés, avortement, etc. Ces grossesses auprès des adolescentes augmentent. Entre 2015 et 2019, elles ont augmenté et sont passées de 23% à 27% de toutes les grossesses en Tanzanie. Nous avions un objectif au sein de notre étude. Nous avons mené une étude afin de voir quels étaient les facteurs qui influençaient, renforçaient l'accès aux soins de santé maternelle chez les adolescentes. Et cette étude a été menée en Tanzanie rurale. Du mois de juillet 2018 jusqu'au mois de septembre 2019, nous avons donc mené cette étude avec des interviews auprès de jeunes adolescentes, des adolescentes qui étaient enceintes ou qui avaient déjà un enfant de moins de 5 ans au moment où nous avons donc eu cette interview. Nous voulions également avoir une idée de la perception de la communauté. Nous avons donc interrogé les jeunes époux qui vivent dans la communauté où vivent ces adolescentes, ainsi que des personnes plus âgées. Et nous avons mené donc cette recherche auprès de ces services de santé maternelle. Nous avons appliqué une approche thématique. Nous avons enregistré, retranscrit l'entrevue. Voilà ce que nous avons constaté par rapport au déséquilibre de pouvoir auprès des jeunes mamans, des adolescentes. Premièrement, on constate un manque d'autonomie maternelle personnelle. En effet, ces jeunes adolescentes sont dépendantes par rapport à tous les aspects financiers, mais autres aspects aussi. Il faut que le partenaire les accompagne à la clinique. Souvent, ces jeunes filles ne décident rien elles-mêmes. Elles ont toujours besoin de quelqu'un pour les aider, pour les soutenir, pour avoir accès à ces fameux services de santé. Et si personne n'est là pour les aider, pour les soutenir, si personne ne prend de décision pour elles, cela peut vraiment être un gros souci et elles ne prennent donc pas elles-mêmes la décision de se rendre dans ces centres de santé. Ensuite, il y a tout ce qui est lié au stigma et au jugement. En effet, la communauté souvent fait plus de reproches à ces adolescentes que leur tient un discours d'empathie. Souvent, ce sont des reproches du style « Comment peut-on être enceinte à ton âge ? Tu as déjà eu des relations sexuelles, etc. » Donc, elles ont peur de se rendre dans ce centre. Il y a aussi la notion de négligence et d'abus. Les adolescentes elles-mêmes le disent, mais la communauté dans laquelle elles vivent le dit aussi. Par exemple, on dit voilà, si tu es enceinte, eh bien, tu ne pourras pas bénéficier du soutien de la communauté. Et encore une fois, cela refroidit ces jeunes adolescentes. Elles ne veulent pas se rendre dans ces centres de santé. Elles ont peur de se rendre dans ces cliniques. Nous avons également rassemblé des informations sur la fragilité des adolescentes par rapport au système de santé de façon générale.
très souvent, ces adolescentes ont des difficultés à accéder à ces systèmes de santé, surtout pour celles qui n'ont pas de partenaire, celles dont le partenaire s'est enfui, les a quittées, ou alors a peur, parce que si il a mis enceinte une adolescente, eh bien, il peut encourir une peine de prison. Donc, la plupart de ces hommes, finalement, s'enfuient. Et encore une fois, c'est un gros souci puisque ces jeunes filles alors n'ont plus de soutien de leur partenaire et encore plus de difficultés à se rendre dans la clinique parce qu'elles n'ont aucun soutien. Parfois, ce soutien dépend aussi des membres de la famille, mais c'est compliqué. Ce sont autant d'obstacles sur le chemin de ces jeunes femmes vers ces fameux centres de santé. En outre, les services de santé ne sont parfois pas adaptés. Les infrastructures ne sont pas accueillantes et ces jeunes adolescentes se sentent mal dans ces centres parce qu'il n'y a pas d'intimité, les salles sont ouvertes à tous. Donc, il y a des réticences de leur part. Et donc, on a trouvé des solutions, par exemple, prendre des rendez-vous lorsque toutes les autres personnes sont parties pour permettre à ces jeunes filles d'être seules dans le centre en fin de journée, par exemple. Voilà, donc ce sont des mesures qui ont été proposées justement par les travailleurs de santé communautaires. Et puis, il y a aussi l'obstacle de la distance pour arriver au centre de santé. Mais le risque de complications, le risque de naissance prématurée, tout cela est bien sûr plus élevé. Et en général, et surtout lorsque c'est une première grossesse, les risques sont très élevés. Mais, je le répète, les centres de santé sont parfois éloignés et les adolescentes vont donc rester chez elles ou alors, parfois, si elles n'ont pas suffisamment d'argent non plus, elles ne peuvent pas assurer ce déplacement et sont obligées d'accoucher à la maison. Parfois, ces accouchements à domicile sont vraiment la seule option qui leur reste. Les conclusions et les recommandations, eh bien, on assiste, comme je l'ai dit, à un déséquilibre de pouvoir et par conséquent, les jeunes adolescentes ont du mal à avoir accès à ces centres de santé anténataux. Il faut des interventions à différents niveaux pour améliorer l'accès aux services de santé, pour apporter un soutien à ces adolescentes pour qu'elles puissent vraiment et ainsi répondre à leurs besoins de santé maternelle et néonatale. Et si on le fait, eh bien, on améliorera la situation de manière générale, on améliorera les conditions de vie de ces adolescentes et par conséquent, on améliorera aussi le bien-être de la communauté de façon générale. Un autre petit point encore, j'aimerais partager avec vous notre expérience durant la pandémie de Covid-19. Durant cette période, évidemment, beaucoup de jeunes femmes, d'adolescentes ont eu du mal à se rendre dans les centres de santé, les hôpitaux, les cliniques, puisque l'hôpital était assimilé à l'endroit où on pouvait attraper la maladie, le Covid-19. Donc, ce sont encore une fois là des raisons qui les ont empêchés de se rendre dans ces centres de santé. Et pourtant, nous avions mis en place des conditions particulières, mais il y a eu de graves soucis de santé parce que certaines personnes ont vraiment retardé leur visite dans les centres de santé. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons vraiment pris des précautions par rapport au contrôle et à la prévention de ces pandémies. Parce que nous voulons vraiment protéger davantage encore ces femmes vulnérables qui présentent encore un risque plus élevé. Donc, avec l'aide des universités, de nos partenaires, nous avons amélioré les équipements, nous avons maintenant mis en place des mesures, nous avons fourni des masques, etc. Et encore une fois, en partenariat avec nos collaborateurs, nous avons vraiment pu faire face à cette pandémie et mettre en place les conditions nécessaires. Merci beaucoup pour votre attention. Hi everyone. Bonjour à tous, merci Sana.
Aujourd'hui, je vais vous parler de le déficit de la communication, l'obstacle d'accès des femmes analphabètes au service de santé maternelle, néonatale et l'enfantine en Tanzanie. La communication, c'est très important pour avoir des services de qualité. À Tanzanie, c'est la langue officielle. Il y a des femmes qui ont, mais aussi on a plus de 10 langues où il y a de différentes façons de communiquer. Après, donc, la majorité des personnes qui ont des problèmes, ils peuvent parler en Stugaskuma, mais pas en Swahili. L'analphabétisme, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas lire et écrire dans les autres langues. À Tanzanie, on a fait des 27% des femmes en âge de procréer en Tanzanie sont analphabètes. 38% des femmes sont analphabètes. Alors, les femmes analphabètes ont beaucoup moins de chances de recevoir des soins périnataux. Pourquoi? Oui, est-ce qu'ils auront plus de soins périnataux? Ça veut dire oui, c'est parce que les personnes analphabètes ne peuvent pas aider les autres, car ils ne comprennent pas bien comment se communiquer. Aussi pour la visite périnataux, les moments de l'accouchement et le post-naissance. Alors, on a fait une étude qualitative et on a trouvé des thèmes émergents. Un d'entre eux, c'est la barrière de la langue. Comme je l'avais dit avant, les personnes analphabètes ou les femmes analphabètes plutôt, dans les contextes qu'il y en a, qui peuvent que parler Sukuma, si elles peuvent parler que Sukuma, il y a une barrière entre eux et c'est le promoteur de santé. Ce sont des personnes qui ne sont pas de Tanzanie, qui viennent des autres régions aussi. Alors, la majorité d'entre eux parlent Swahili entre eux. Alors, vous pouvez trouver quelqu'un qui a une chose importante à dire à la femme analphabète. Donc, mais alors, comme la femme analphabète ne peut parler ou comprendre le Swahili, c'est possible. C'est impossible qu'elle ne comprenne pas les messages exacts, en fait. Un autre sujet c'était l'analphabétisme. Être analphabète veut dire que ne peut pas lire et ne peut pas écrire en Swahili. La majorité des messages, la majorité des brochures et la majorité des documents sont écrits en Swahili. Alors, même si elles peuvent les lire, peut-être c'est difficile de le comprendre. Donc, la plupart des temps, elles ne peuvent pas avoir suffisamment d'informations. Un autre sujet qu'on a rencontré, les autres parlent le Swahili, ces femmes analphabètes dépendent des autres personnes qui peuvent les aider avec la langue, qui les expliquent l'information. Et ça inclut les personnels sanitaires, traduire les personnels sanitaires pour les aider à se communiquer.
Comme on sait, pour avoir une qualité bonne dans la communication entre les personnes sanitaires et les femmes analphabètes, c'est que la communication doit être effective pour que tous puissent comprendre. La majorité, la meilleure option serait d'avoir une traduction. Ce sont les personnes qui sont entraînées pour aider aux autres à se communiquer. Ils visitent chacun dans son foyer les femmes qui sont enceintes et ils ont des enfants qui ont moins de 5 ans. Ces personnes peuvent comprendre Swahili et Sukuma. Alors, ils sont en personne très clé pour traduire de Sukuma à Swahili pour les femmes. On va avoir une application traductrice au portable qui peut aider, qui utilise les audios ou les messages instantanés. Une autre recommandation qu'on a, c'est l'éducation primaire, où tous ont l'opportunité de se bénéficier de l'éducation primaire et pour qu'ils apprennent à lire et écrire Swahili. D'avoir éducation qui peuvent les aider à cet égard. Je voulais aussi partager avec vous l'expérience avec la COVID-19. Les femmes analphabètes, la majorité des cas dépend des hommes. Les femmes qui travaillent à la maison ou des amis ou des personnes qui travaillent pour qu'elles les aident à traduire les messages. Alors, pendant la pandémie, comme on connaît déjà, la restriction a fait que les personnes a rendu plus difficile pour les personnes de se communiquer. Parfois, il n'était pas là et parfois les femmes ne pouvaient pas bien comprendre ce qu'il a dit. Donc, si elles posaient une question, ils ne pourraient pas comprendre bien la réponse. Aussi, les opportunités, parce que la majorité des messages publics concernant la COVID-19 sont en Swahili. Et toutes les versions écrites en audio, ils peuvent pas vraiment bien comprendre. Je vous remercie pour votre attention. Dismas, vous avez la parole. Dismas, est-ce que vous êtes là? Peut-être que vous avez éteint de votre microphone. Dismas, je crois que vous devez solliciter la parole encore une fois. Des présentations très impressives concernant la vulnérabilité des différents aspects autour de l'éducation, l'analphabétisme, la facilité, les soins respectueux. Donc, je suis très étonnée avec le travail de ces équipes concernant le sujet des genres et surtout la partie périrurale et géographique. Et ce sont les personnes qui ont le plus besoin de ce type de services et d'intervention. Dismas, s'il vous plaît.
Je m'excuse, mesdames et messieurs, j'ai eu un petit problème technique. Je vais vous parler un peu sur les perspectives des hommes sur l'amélioration des services reproductifs en Tanzanie. Et comme vous comprenez, la majorité entre vous, c'est la majorité des interventions sont fixées sur les femmes, mais récemment, on a montré que les hommes surtout les hommes dans les pays des revenus moyens, et pour eux, même s'il y a beaucoup d'interventions pour faire que les hommes soient partis avec la vie en Tanzanie, ça reste en bas. Alors, on a rentré au début et voir quels sont les blocs et qu'est-ce que doivent ces hommes faire pour participer plutôt à les soins en Tanzanie et de la mer et tout ça. Alors, on a fait une série de discussions ici dans la langue swahili, qui c'est la langue materne, et une lettre de compréhension pour que ces hommes puissent comprendre. On a parlé avec des hommes dans les districts des maçons et la majorité d'entre eux ont dit qu'ils se sentaient exclus comme tête de la facilité, même s'ils voulaient être avec la femme pendant la clinique. Ils se sentaient exclus des services de santé que ce partenaire pourrait avoir. Quelques-uns d'entre eux disent qu'ils se sentent dehors comme les personnes qui gardent dehors avec notre vélo. Nous sommes ensemble pour avoir l'éducation de santé qu'on a besoin aussi. Il y a des rôles de genre. Il y a des hommes qui veulent être avec leur partenaire et participer avec les services de santé. Et donc, il disait qu'il essayait de contrôler les femmes et le partenaire. Alors, il y a des stigmatisations sociales pour les hommes qui veulent être un modèle pour la santé maternelle et des enfants. Il y a beaucoup d'expectations au niveau de la communauté. Il y a des choses que l'homme doit prendre soin. Et premièrement, ça veut dire une chose financière. On dit que les hommes sont ceux qui donnent les ressources financières primordialement. Et pour prendre soin de sa famille, s'ils peuvent donner des nourritures, ça c'était suffisant. Ça incluait pas d'être avec leur partenaire. Alors, il y avait des maladies entre les femmes. Donc, s'il y avait des femmes qui ont des informations de santé, ces informations n'est pas partagée avec son partenaire pour qu'il puisse comprendre, pour savoir qu'est-ce qui se passe pendant la femme qu'elle est enceinte, alors qu'avec le manque d'informations que les hommes ont, ils ne peuvent pas très bien participer avec les mères dans la situation. Encore une fois, une quantité des hommes
Ils avaient de la peur en résultat l'épreuve de VIH parce que disaient dire à leur partenaire et la facilité sanitaire parce que là, il a dû avoir une preuve. Donc, il avait tellement peur qu'il croyait que s'ils sont positifs, qu'est-ce qui passera? Qui va prendre soin de sa famille? La communauté va commencer à les stigmatiser. Alors, ils préfèrent être loin de tous les services dans les cliniques proches. Donc, la majorité des hommes ont senti pas confortables parce qu'ils pensaient qu'il n'avait pas suffisamment de vêtements, parce qu'ils disaient qu'il n'avait pas de ressources financières pour la famille pour donner des bons vêtements. Alors, la majorité d'entre eux ont eu peur pour être là après ça, pour aller à la clinique seulement parce que ils se sentaient pas confortables avec eux-mêmes. Aussi, il y a le manque de privacité au niveau de l'endroit, qui veut dire que quelques-uns d'entre eux voulaient pas être. Ils ont peur d'être là parce que s'ils doivent parler avec une personne sanitaire, il est dans une chambre séparée. Et la majorité des personnes de la communauté qui vous regardent en train de parler avec les personnes sanitaires, ils peuvent vous dire l'information, alors ils continuent à partager l'information avec les autres membres de la communauté. Donc, ils pensent que s'il peut améliorer la privacité au niveau des cliniques ou au lieu de l'endroit, alors ça aidera. Plus facile qu'il a un améliorement des soins maternels et des enfants. On a vu une série de problèmes qui vont au centre des expectatives des familles au niveau des endroits, mais aussi au niveau de l'exclusion et au niveau des progrès. Alors, la majorité des hommes pensent qu'ils peuvent participer parce qu'ils sont responsables de sa famille. Donc, on croit que c'est le moment de trouver une stratégie pour que les hommes peuvent participer pour aider à améliorer les soins maternels et des enfants. Et ça veut dire qu'il faut les écouter leurs défis qu'ils font face et leur contexte social qui peut être amélioré. Et les stratégies pour avoir des engagements avec les communautés. Et on prend en considération le contexte de sa communauté. La majorité des hommes, il faut être attentif pour qu'ils éliminent les stigmatisations sociales et pour qu'ils peuvent être partie de ces soins de la mère et d'enfants. Donc, ce serait idéal de développer une partie pour les hommes où les hommes peuvent être éduqués sur les femmes enceintes, sur le prendre soin des enfants. Et aussi trouver une solution innovative où ils perdent le peur pour avoir des tests de VIH et pour vérifier leur tension artérielle pour le soin des enfants et de la mère. Et je vous remercie pour avoir écouté Asante Sana Mbari Munonga. Merci beaucoup à tous les présentateurs. C'était une présentation très impressionnante. Et on voulait bien remercier les équipes de recherche
qui vient de l'Université de Moss et l'Université de Calgary. Ça fait 5 ans d'avoir un travail très, très impressif. J'étais sur le terrain aussi et j'étais tellement étonnée avec la quantité des personnes qui font la recherche, des équipes qui font d'entraînement, des simulations avec les travailleurs des communautés de santé dans les districts de Mumbai. Ça, c'est vraiment... C'est nécessaire de partager avec vous qu'on est très fiers de votre travail parce qu'on sait que ce travail va continuer à augmenter au niveau national. Avant de commencer avec les questions et réponses, j'ai quelques questions pour savoir votre expérience avec les personnels sanitaires locaux. Quand vous avez partagé avec eux l'investigation, les résultats et l'expérience que vous avez dans votre implémentation, c'était quoi la réponse? C'était qu'il y avait un changement de politique, de pratiques dans le district qui ont été en partie et je voulais bien écouter de l'équipe s'il y avait vraiment un changement de pratique ou de politique ou comme ça c'était pris par les autorités locaux. Merci. Merci Sana pour vos commentaires et votre question. Il y a des choses qui passent très sévèrement et très rapidement, surtout au niveau des gouvernements locaux, mais aussi à niveau national. Une chose qui passe au niveau du gouvernement locaux, c'est que les programmes CHW étaient déjà là au passé et la majorité ils sont courants avec les programmes. Ils ont évalué les programmes au niveau de l'argent. Alors, concernant les programmes Mama Toto, c'était avec les districts. Alors, pour que ça appartienne au district. Ça veut dire qu'ils travaillent pour le district, pour la communauté, même si la base de données, c'est du district. Aujourd'hui, les districts obtenus des revenus de la partie du développement de la communauté et au niveau des endroits. Alors, on les voit comme une chose différente parce que quand ils ont commencé, les gouvernements disaient que la majorité des programmes ne fonctionnaient pas trop bien. Alors, on pense que du début, le district a eu au niveau national, ils sont dans une discussion parce que quand ils sont présentés au niveau ministériel, c'est au niveau du village, c'est pas au niveau plus grand. Et après, on pourrait partager avec le gouvernement national au petit niveau. Mais ça serait aussi très important parce que l'impact qu'ils ont, les volontiers, ils ont plus de temps pour traiter les affaires familiales. Le travail volontiers ou des bénévoles. Parce qu'ils ont commencé avec une recherche avec les gouvernements. Alors maintenant, ils cherchent de nationaliser les CHW au niveau avec tous nos résultats. Alors ça, c'est ce qui se passe au niveau des communautés et à niveau du gouvernement. Peut-être que mes autres collègues peuvent ajouter plus. Merci Dismas.
Ça, c'est Eleanor de Uganda. Je voulais aussi ajouter ce qui a changé après ces résultats et nous l'avons présenté aux autorités des districts. Les équipes de district ont inclus aussi les personnels sanitaires qui sont des femmes qui servent à la communauté. Une des innovations importantes qui ont venu avec le partage de ces résultats, ça veut dire que la communauté des femmes vulnérables est très haut. Dans un centre de santé, les travailleurs des sanitaires ont un schème où les mères, où ils viennent pour les soins, ils doivent donner un petit peu d'argent pour que les personnes qui donnent l'accumulation pour les soins prénatals, donc alors il a un dépôt d'argent dans sa compte. Il n'y a pas suffisamment de temps pour préparer les matériels pour l'accouchement. Alors à ces femmes, il leur donne l'argent qu'elle a épargné pour qu'elle puisse acheter des matériaux pour s'assurer qu'elle a des transports médicaux. Alors, si on fait suivi, on est en train de suivre ça et on attend qu'il a des réussites pour qu'il puisse être fait aussi dans d'autres communautés. Merci beaucoup. Et en plus de ce qui était expliqué dans le cas de Tanzanie, nous avons vu que ça c'est parti au niveau des communautés au village. On a vu la positivité des leaders du village. On a vu qu'ils se sont mis ensemble avec les leaders. Ils se donnent des soutiens entre eux parce qu'ils voient qu'il y a un changement avec la réponse, avec les services maternels et la quantité a augmenté, la réponse était très bonne. Alors, c'est très positif parce qu'ils voient qu'ils ont déjà un avantage, c'est très apprécié. Alors, s'il y a quelque chose à leur communauté comme la vaccination, avec les problèmes avec la maladie, donc là, comme ils ne sont pas payés, ça c'est des incentives qu'on les donne pour les retenir là, pour qu'ils puissent participer, ils puissent sentir qu'il y a quelqu'un qui prend soin d'eux, pour que le leader du village il les apprécie, la façon comme les personnels sanitaires a traité ça. Parce que l'éducation qu'ils donnent à la communauté, il y a des changements à la communauté et ils peuvent les apprécier. Ils disent que la santé prénatale, il y a des vidéos et c'est très important et ça s'était soutenu au niveau du ministre de la Santé parce que ça c'est une priorité du pays et on a fait beaucoup pendant ces expositions au niveau des communautés. Merci beaucoup. Oui, merci Teddy. Merci pour partager. Oui, est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui. La technologie est un peu méchante avec quelqu'un d'entre nous. Comme Hélène a présenté, pour nous, sa recherche était dans l'implémentation. À Uganda, on l'appelle la partie de sustainabilité parce qu'on fait un projet qui est entre 2012 et 2015. Quand on a disséminé les résultats, c'était envoyé au district pour trouver que plus de 86% des travailleurs communautaires continuent à être actifs après l'implémentation. On a eu la rétention et tout ça en 2018.
C'est très ravissant parce qu'on sait qu'il y a encore des problèmes de soutenabilité des personnels sanitaires. Et ce type de données aide aux parties pour travailler ensemble avec les personnels sanitaires et un d'entre eux, les services de santé de la région au niveau national. Alors, cette information est très importante pour ce type d'aide. Alors, et dans d'autres districts, on a eu des informations. C'était comme si ce n'était pas sa communauté. On a vu les résultats, ils disent « Ah oui, alors j'habitais vraiment ici dans ces communautés. Je ne savais pas que le niveau de vulnérabilité c'était si haut. » On a vu le district et une de réunion dans le district. Ils nous ont dit et demandé d'aide pour le faire une carte qui montre les communautés les plus vulnérables pour qu'ils puissent utiliser ces cartes pour donner des ressources pour la communauté ou pour les ressources du gouvernement. Parce que le gouvernement parle de donner des parties de priorité dans les différents districts au pays. Et après, quand on va aux pays les plus pauvres, alors il y a une structure administrative et les personnes les plus vulnérables, les pauvres, c'est après. Ça, c'est la définition. Donc, alors, il faut le suivre. Si on le suit, peut-être qu'on ne peut pas avoir traiter la stagnation de maternelle mortelle. Si on continue comme ça, c'est pour ça que la communauté nous dit qu'on pense que ça, c'est les districts vulnérables, ça, c'est les communautés vulnérables, ça sont les personnes vulnérables quand en fait, ils ne sont pas. Alors, on travaille avec eux, avec la carte, pour donner une description et on espère qu'ils l'utilisent et pour donner des ressources, pour donner aux femmes les plus vulnérables. Une chose très intéressante quand on fait la récollection des données, c'est que les femmes qui sont en train de vivre dans une maison petite, c'est pas comme c'est décrit par la description de Banque mondiale à ce que, mais quand elle a créé la maison, elle avait l'argent. Mais du moment qu'elle est enceinte, elle a besoin d'aide. Mais la définition, c'est que la personne qui est avec une maison ne qualifie pas pour avoir des services parce qu'ils pensent qu'elle a tous. Donc, c'est ça que la communauté nous communique. Aussi, à la présentation d'Elena, elle parle beaucoup de l'alcoolisme et la quantité d'alcool que les femmes et les hommes consomment. Il y a aussi un partie de ces problèmes avec les districts de pêche aussi. Et un autre est venu pour contrôler les heures d'ouverture. Je ne sais pas comment devons contrôler la quantité qu'ils boivent, mais je crois que ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont présenté les documents aux avocats du gouvernement. Alors, tout ce qui se passe sur le terrain grâce à ces résultats, donc je suis vraiment appréciative des personnes qui soutiennent la recherche. Merci. Merci, c'est très bien dit. Une autre question qui vient concernant les adolescents, ça veut dire que les statistiques montrent que les mariages trop vont augmenter. Il y a des
compter des histoires digitales comme les adolescents, les femmes adolescentes, discuter leur vulnérabilité. Et ils ont souligné leurs défis aux facilités de santé pour avoir des soins respectueux. Alors, dans le groupe des adolescents, quelle est votre recommandation et conseil de comment améliorer et faire venir les adolescents pour avoir l'aide qu'ils ont besoin d'une perspective de la clinique et d'une perspective de la communauté? On voulait bien écouter plus sur les mariages des adolescents et ce que vous êtes en train de faire et ce que vous recommandez. Merci. Thank you very much, Susanna. Merci beaucoup, Susanna, pour cette question. C'est vrai que les grossesses chez les adolescentes constituent un réel problème. Mais pour répondre à cette question, il faut une implication à tous les niveaux. Le ministère, le niveau régional, la communauté, le monde de l'éducation aussi doit être impliqué. Il faut une formation, une éducation par rapport à la prévention pour une grossesse non désirée, l'éducation en matière de santé génétique et reproductive. Il faut aussi des lignes directrices pour les adolescentes qui mettent en place un environnement. Il faut que le personnel soit qualifié pour prendre en charge ces adolescentes. Idem pour les infrastructures. Il faut des centres en suffisance avec les équipements nécessaires. Tout cela est absolument indispensable pour offrir un soutien à ces jeunes femmes, à ces adolescentes et leur permettre d'avoir accès aux soins anténataux. En effet, c'est une composante essentielle si l'on veut réduire la mortalité, la morbidité maternelle et infantile. Une loi a d'ailleurs été revue concernant les mariages. Je pense que c'était au mois d'octobre 2018. Et là, le mariage sous l'âge de 18 ans est interdit. Et je pense que c'est une excellente initiative. Nous devons aussi maintenant passer à l'action. Nous devons vraiment nous atteler à vérifier que tout ça se fasse, parce que ce n'est pas que sur papier qu'il faut prendre de bonnes décisions, il faut aussi que ces décisions soient mises en pratique par après. Et je pense que si chacun contribue à l'édifice, si chacun assume sa responsabilité au niveau de la communauté, du district, de la région, et qu'on travaille avec ce réseau de travailleurs de santé communautaires, on y arrivera, parce que c'est toute une chaîne qui se met en place. Si on peut vraiment fournir l'information pertinente par rapport aux mesures de prévention de ces grossesses, on fera avancer les choses. Et ici, en fait, on ne travaille pas sur le court terme. On s'inscrit vraiment dans la durée, dans le long terme. En d'autres termes, si on est solidaire, si on s'attaque à la question tous ensemble, je pense qu'on y arrivera. Et je crois aussi qu'il faut faire plus de recherche, plus de suivi aussi, plus de soutien mutuel. Tout cela est indispensable. Merci. Alors, je vois là une question de Halima Misundi. Elle nous dit la chose suivante. Sur la base de vos résultats, est-ce que les hommes sont aussi vulnérables ou fragiles? Et quid des politiques prises par la Tanzanie en la matière? Eh bien, je ne peux pas dire non. Oui, pour moi, oui, les hommes aussi peuvent être vulnérables. En Tanzanie, dans le nord-ouest de la Tanzanie en particulier,
il y a certaines tribus avec des hommes. Et finalement, il y a là des mesures qui sont prises. Il y a des pratiques qui sont mises en place par les femmes. Et les hommes, parfois aussi, sont l'objet de certaines mesures, sont face à des difficultés. Donc, il est parfois compliqué aussi pour les hommes, là, d'avoir accès. Je suis désolée, le son est assez mauvais. Mais voilà, donc, je crois qu'il y a un certain nombre de stratégies qui ont été mises en place en Tanzanie, notamment pour assurer un meilleur équilibre entre le pouvoir des hommes et des femmes. Parce que c'est vrai qu'on met en lumière les femmes, on parle de ces femmes vulnérables et fragiles, mais il y a aussi des hommes qui sont vulnérables. Le son est coupé constamment, je suis désolée. Donc, dans ces communautés, il y a beaucoup de choses à faire. Désolée, je n'ai plus de son. L'interprète s'excuse, mais je n'ai plus de son. Le son est constamment coupé. Oui, désolé Dismas, nous sommes en train de vous perdre. Nous ne vous entendons plus, malheureusement. Alors, avant d'entendre à nouveau Dismas, j'ai des questions qui ont été posées et parmi celles-ci, est-ce que les intervenants sont arrivés à des conclusions ou à des résultats qui étaient vraiment surprenants, des résultats auxquels ils ne s'attendaient pas? Bien, je vais essayer de répondre à la question posée. Il y a effectivement une réponse par rapport à l'engagement des hommes qui nous a surpris. Les hommes, là, qui nous ont répondu, étaient assez fiers de pouvoir escorter leur épouse, mais pas toujours en fait. Parfois, ils ont une femme entre guillemets officielle et puis ils en ont une autre. Et donc, ils étaient, ces hommes qui nous ont répondu là, assez fiers d'accompagner cette femme qui n'est pas la femme officielle au centre de santé. Voilà. Ah, intéressant. Alors, un autre résultat assez surprenant, quelque chose qui vous a vraiment étonné, Teddy. Eh bien, dans notre étude, nous avons, pour nos critères, utilisé les définitions de la Banque mondiale. Il est donc les définitions du CHW pour identifier ces femmes comme étant des femmes vulnérables. Et finalement, c'est vraiment demander, est-ce que ce sont vraiment ces femmes-là qu'on considère comme étant vulnérables? Je pense qu'il faut avoir une approche différente. Il faut se dire, voilà, je suis face à un problème et je dois trouver une réponse à ce problème. Je ne dois pas renoncer. Nous avons compris en tant qu'équipe que le soutien social était très important, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Une des femmes que nous avons interviewées, eh bien, les gens pensait qu'elle avait un retard mental, mais étant donné qu'elle a eu ce soutien social,
elle a pu assister à toutes ces visites anténatales. Quelqu'un venait la voir de la communauté et lui rappelait qu'elle avait un rendez-vous auprès du centre de soins anténataux. Et donc, c'est vraiment grâce à ce soutien social qu'elle a pu respecter tous ces rendez-vous. Une autre femme a été interviewée et donc voilà, on demandait à cette femme quel était l'âge de son enfant. On voyait bien qu'il avait 3 ans à peu près et elle répondait 9. Elle disait 9 ans. Et elle est venue, donc je lui posais toutes les questions et encore une fois, c'est ce soutien social qui a fait qu'elle a compris comment réagir, comment répondre. C'est vraiment grâce à ce soutien social qu'on peut avancer, qu'on peut faire progresser les choses et aider ces femmes vulnérables. C'est vrai qu'on définit des protocoles, de la théorie, mais s'il y a vraiment un aspect social, là, ce fameux soutien psychosocial qui joue un rôle clé. D'autres commentaires de l'équipe? J'ai une petite question de Halima Missengu. Elle nous demande ce qu'en dit la déclaration de l'UNESCO, la déclaration universelle, quand on parle de femmes ou d'adolescentes qui participent à l'étude, que dit la déclaration de l'UNESCO à ce sujet? Bien, c'est une question intéressante. Je me souviens, lorsque nous étions en train de travailler sur notre protocole, une des choses qui nous préoccupait était la suivante. Si on veut identifier les femmes vulnérables, il faut que l'on mette en place des choses précises, des soins, une prise en charge pour les adolescentes. Par exemple, il faut définir les catégories d'âge aussi, en dessous de 18 ans. Ou... Là, il y a des catégories qui doivent être précisées. Je ne sais pas si Judith veut ajouter quelque chose à ce sujet. Juliette ? J'aimerais ajouter quelques mots à ce que Teddy vient de dire. Dans le cadre de notre recherche, nous devons suivre les principes de l'éthique, en ce compris le respect pour la personne, la justice, et nous essayons d'intégrer tous ces éléments lorsque nous planifions notre recherche. Nous avons évidemment une approche très prudente par rapport à tout cela, parce que le comité pour l'éthique en Ouganda nous a vraiment rappelé la nécessité de prévoir un protocole qui nous permettrait d'aider les femmes vulnérables le cas échéant. Bien sûr, à côté de cela, il faut imaginer les soins qui doivent être dispensés. Et ceux qui collectent les données doivent avoir une formation lorsqu'il s'agit justement d'avoir ces entrevues avec ces femmes vulnérables. Ils doivent bien gérer les choses, ils doivent être formés. Et parfois, on a peur qu'une personne vulnérable, à chaque fois qu'on lui pose une question sur sa situation, se mette à craquer. Mais il faut aussi, comme
Teddy l'a dit, bien se rendre compte que, encore une fois, dans le contexte de notre recherche, certaines de ces femmes, justement parce qu'elles bénéficient d'un soutien autour d'elles, le soutien de la part de la famille, de la part des travailleurs communautaires, eh bien que ces femmes sont en mesure d'avoir accès aux services, qu'elles ne sont pas complètement à l'écart. Évidemment, ce sont des choses que nous n'aurions jamais pu savoir sans être en contact, sans bénéficier de ce contact avec les travailleurs communautaires. D'après les principes de notre recherche, il faut vraiment trouver un bon équilibre entre les risques et les avantages. Il ne faut pas mener une recherche uniquement dans un groupe dit vulnérable pour qu'ils puissent bénéficier des résultats de cette recherche. Non, ici, on essaye vraiment de comprendre la situation des populations fragiles ou vulnérables. Parce que ce sont celles qui ont le plus besoin de ces services de santé. Et donc, les résultats de notre recherche bénéficieront en particulier à toutes ces populations vulnérables. Merci beaucoup, Teddy. Merci, Juliette. Je ne sais pas si d'autres membres de l'équipe veulent apporter un commentaire. Moi, je ne vois plus d'autres questions. Donc, voilà, je vous donne encore la parole si vous souhaitez ajouter un commentaire ou si vous voulez mettre en évidence l'un ou l'autre élément avant que l'on ne clôture ce webinaire. Merci beaucoup, Sana. J'aimerais dire quelque chose encore. Par rapport aux adolescentes en particulier, tout dépend aussi de l'âge. Il y a un comité d'éthique qui se réunit, mais durant la collecte de données, parfois on se rend compte que voilà, on est face à une adolescente qui se met à pleurer par rapport à tout ce qu'elle a vécu, etc. Donc, dans ce genre de situation, on essaye bien sûr de la tranquilliser, de la rassurer, de la calmer, et parfois aussi on reporte la visite. On lui dit voilà, on viendra peut-être demain si tu te sens mieux, mais si ça ne va pas mieux, ce n'est pas grave, on reviendra plus tard. Donc, dans ce genre de situation, nous sommes vraiment très compréhensives parce qu'il y a des adolescentes qui ont été abusées, négligées, et nous veillons vraiment à faire ce qui doit être fait et à surtout respecter l'humanité et la dignité de chacun. Dismas, j'aimerais encore ajouter quelque chose pour les adolescentes. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le gouvernement aussi essaye de suivre la tendance, mais on essaye aussi d'encourager la scolarité des jeunes filles. Le gouvernement essaye vraiment d'envoyer plus de filles à l'école primaire, à l'école secondaire, en partant du principe que si les filles passent leur temps à l'école, on va peut-être réduire les grossesses prématurées, les grossesse chez les adolescentes. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui qui sont encouragées par le gouvernement. Maintenant, pour ce qui est des centres de soins, aujourd'hui, la plupart des hôpitaux et des cliniques ont vraiment des salles particulières qui sont consacrées à l'accueil des adolescentes où on parle de la santé reproductive, génésique. Et je crois que si cette
approche est généralisée, eh bien, ce sera au bénéfice justement des jeunes et des adolescents qui en feront davantage usage. Auparavant, la plupart des centres de soins primaires avaient des journées consacrées aux soins anténataux et postnataux. Mais aujourd'hui, nous avons pu identifier des défis dans certains districts et les soins anténataux et postnataux ont été réorganisés permettant à la femme d'avoir accès aux centres de soins de santé. Et les résultats ont été très bons. On a considérablement renforcé, amélioré les soins anté- et postnataux. Il y avait aussi beaucoup de stigmatisation sociale au niveau de la communauté. Et les travailleurs de la santé, les professionnels de la santé ont été formés sur des questions telles que la confidentialité, le respect de la vie privée, l'aménagement des salles, des centres d'accueil pour que les jeunes filles, les adolescentes s'y sentent bien, puissent vraiment se sentir à l'aise. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de choses qui se passent au niveau local, mais aussi national. Donc, des mesures qui sont prises pour renforcer cet environnement accueillant. Merci beaucoup, Dismas. Je vais maintenant clôturer ce webinaire. Merci à tous les intervenants. Nous avons beaucoup appris grâce à vous. Merci à Dismas. Merci à tous ceux qui ont permis à ces projets de recherche d'être efficaces. Et ce sont vraiment des projets dont nous sommes très, très fiers. Merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis. Merci de nous avoir rejoints à partir du Canada, de l'Afrique et d'autres parties du monde encore. J'espère que nous avons pu vous faire passer un message et que nous avons mis en lumière des questions qui vous intéressent, bien sûr. Je vais donc conclure cette session et bien sûr, j'espère que très vite, nous aurons une nouvelle réunion et nous pourrons parler des résultats positifs de tous ces projets de recherche qui ont été déployés dans le cadre de notre initiative. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci et je conclus donc cette session. Merci, au revoir tout le monde.